La jeune fille au visage de pierre. Autrefois, il y avait un village construit au pied d'une montagne. Dans ce village vivait un cacique qui avait une fille d'une grande beauté. Elle était aussi bonne que belle. Depuis la mort de sa mère, elle vivait tranquillement auprès de son père. Un jour, le cacique se rend à une grande fête, à plusieurs lieues de chez lui. Il y rencontre une femme dont la beauté le séduit immédiatement. Il décide de la prendre pour femme. Dès la première rencontre, la jeune fille ressent une grande méfiance à l'égard de sa marâtre. Elle a le sentiment que, derrière ses belles manières, elle cache un tempérament cruel et froid. Le cacique ne se doute de rien. Il espère que sa nouvelle femme sera une vraie mère pour sa fille. De son côté, la femme éprouve une grande jalousie à l'égard de la beauté de la jeune fille. Sans rien en laisser paraître, elle ne ressent que de la haine pour elle. Quelque temps plus tard, la jeune fille tombe amoureuse du fils d'un cacique voisin, et leur mariage est prévu pour les jours suivants. Les deux amoureux s'entendent à merveille, et leur bonheur éclaire leurs visages, les rendant encore plus beaux. Les habitants du village disent à qui veut les entendre : « Ces deux-là ne connaîtront que le bonheur dans la vie !» Plus la date du mariage approche, plus la jeune fille irradie de beauté, et plus la marâtre est rongée par la jalousie. Elle fait mine de se réjouir, mais, de jour comme de nuit, elle échafaude des plans pour empêcher la noce. Une nuit, n'y tenant plus, elle se glisse hors du village sans être vue, et va trouver une sorcière, que tous les Indiens craignent, tant ses pouvoirs et sa connaissance sont vastes. La femme pose aux pieds de la sorcière de multiples cadeaux, et lui demande : « Toi qui es si sage, toi qui as la connaissance, je t'en supplie, aide-moi. Donne-moi quelque chose qui rende ma belle-fille si laide que plus personne ne voudra l'épouser. » La sorcière lui pose quelques questions au sujet de la jeune fille, sur sa manière de vivre, ses goûts. Puis elle lui demande de revenir 4 jours plus tard. « Quand tu reviendras, je te donnerai ce qu'il te faut, mais un sort comme celui-ci vaut de l'or. » La femme comprend que la vieille lui réclame davantage d'offrandes. Elle acquiesce à contre-cœur et regagne le village. Les jours suivants, la marâtre a du mal à cacher sa colère chaque fois que quelqu'un la félicite du mariage de sa fille. Mais penser à ses plans funestes l'apaise. 4 jours plus tard, elle se précipite chez la vieille sorcière avec de nombreux cadeaux. Celle-ci lui tend une petite jarre en pierre remplie d'une crème épaisse et blanche. « Tu l'utiliseras avec beaucoup de précaution, car elle contient le sort le plus puissant que je connaisse. Elle transforme la peau humaine en pierre, aussi bien la tienne que la sienne. » La femme prend la crème et rentre joyeusement chez elle. Elle attend la veille du mariage pour réaliser ses plans. La nuit qui précède la cérémonie, quand tout le monde est profondément endormi, la belle-mère se glisse furtivement dans la chambre de sa belle-fille et lui enduit le visage avec la crème ensorcelée. La jeune fille continue de dormir paisiblement. La belle-mère regagne sa chambre sans que nul ne la voie. Le lendemain matin, jour de la noce, l'agitation règne dans le village depuis l'aube. Les gens s'activent, les invités arrivent des villages les plus éloignés. On accueille en grande pompe les convives. La marâtre met ses plus beaux vêtements et se pare de ses plus beaux atours, mais nul ne lui prête attention. Tous attendent l'arrivée de la mariée pour vérifier si sa beauté mérite la réputation qu'on lui fait. La jeune fille se réveille, s'habille, et quand elle apparaît, un frisson d'horreur traverse la foule. Ses vêtements sont somptueux, mais son visage qui éblouissait tant d'admirateurs provoque une consternation générale. Il est lisse et froid comme la pierre. Elle ne comprend pas pourquoi tous détournent les yeux d'elle et s'enfuient, terrifiés. Inquiète, elle s'adresse à son père. « Pourquoi me fuit-il ? Quel mal ai-je fait ?» Le cacique lui-même ne supporte pas la vue de sa fille. Il baisse les yeux. « Père, explique-moi ce qui vous arrive à tous !» hurle-t-elle, paniquée. L'homme perd ses mots. Il réussit à hocher la tête, comme seul un homme accablé de chagrin peut le faire. La marâtre se met à pleurer bruyamment et s'essuie les yeux en se lamentant. Le cacique se tourne vers elle et tressaille. Elle a un doigt de pierre, de la même pierre que le visage de sa fille. Un éclair de colère
traverse le regard du cacique. Il tremble de rage. Il saisit sa femme par le bras, l'entraîne dans la maison et lui fait avouer, sans grande douceur, son méfait. Elle finit par tout raconter. La sorcière, la jarre, la goutte de crème blanche sur le doigt, pendant qu'elle badigeonnait le visage de la fille. Le cacique appelle immédiatement le machi du village, qui use de ses pouvoirs magiques uniquement pour faire le bien. « Je ne peux rien faire contre un sort aussi puissant, » avoue l'homme. « Voici le reste de la crème que ma femme a utilisée. Trouve un antidote. » Le machi emporte la jarre en pierre et va trouver la sorcière. Il lui demande le moyen de libérer la fille du cacique de son visage de pierre. « Impossible, répond la vieille. Cette crème a été fabriquée à partir d'un os d'un jeune homme mort. Pour guérir la jeune fille, il faudra retrouver tous les os du squelette. Et ce n'est pas tâche facile, car ils ont été dispersés aux 4 vents. » Le machi rentre au village et transmet au cacique et à sa fille les paroles de la vieille. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'est plus question de mariage maintenant. Le fiancé et les invités sont tous rentrés chez eux, et le cacique n'adresse plus la parole à sa femme qu'il a condamnée à mort pour la punir de sa cruauté. La jeune fille n'est pas soulagée pour autant. Elle décide de quitter le village. Son père en a le cœur brisé. « Je n'ai plus de femme, et si tu t'en vas, je n'aurai plus d'enfants. » Elle répond avec douceur. « Père très cher, je ne veux pas te quitter, mais tu as bien vu que mon visage terrifie les villageois. Si je reste, je te gâcherai la vie. Je vivrai dans la forêt, dans la montagne, où nul ne me verra. Les oiseaux et les bêtes au moins ne me fuiront pas. » C'est sur ces mots qu'elle s'en va. Elle mène une vie de vagabonde dans la forêt, où elle se nourrit de fruits sauvages, de baies et de racines. Elle apprécie la compagnie des bêtes qui ne la craignent pas. Elle leur parle et les considère comme ses amis. Un jour, elle arrive au bord d'une rivière. Elle se baisse pour boire et voit, à la surface de l'eau, une fourmi ailée qui lutte contre le courant. La jeune fille lui tend un brin d'herbe. La fourmi ouvre grandes ses ailes pour les faire sécher, puis elle prend son envol. Elle tournoie autour de la tête de la jeune fille en répétant « Creuse, creuse sous tes pieds ». Puis elle disparaît. La jeune fille se met à creuser le sol. Elle découvre des os blancs et brillants qu'elle met dans son sac. Quelques jours plus tard, elle longe un ruisseau quand elle aperçoit un crapaud sur le point de se faire avaler par un serpent. Elle frappe le sol de ses pieds et réussit à mettre en fuite le reptile. Le crapaud se met à bondir devant elle en répétant « Creuse, creuse sous tes pieds » avant de disparaître dans les herbes hautes. Elle creuse énergiquement la terre et finit par découvrir d'autres os semblables à ceux qu'elle porte dans son sac. Elle les ramasse, les met avec ceux trouvés au bord de la rivière et reprend son errance. Elle marche encore pendant des heures jusqu'à arriver à un immense lac. Au bord du lac, un jeune cerf gît sur la rive. Des flèches acérées sont plantées dans son flanc et il saigne abondamment. La jeune fille en a les larmes aux yeux. Elle s'approche de lui, retire avec grande précaution chaque flèche, lave les plaies avec ses larmes et les soigne pendant de longues heures. Le cerf reprend des forces et réussit à se tenir tout tremblant sur ses pattes. Quand il se sent de nouveau vigoureux, il la regarde fixement et lui dit « Creuse, creuse sous tes pieds. » Puis il regagne la forêt profonde. Elle se met, une fois de plus, à creuser le sol. Des os blancs apparaissent dans le trou. « Encore des os ?» se dit-elle. « Y en a-t-il suffisamment maintenant ?» Elle vide son sac et rassemble tous les os qu'elle a trouvés. Elle les assemble par terre et réussit à former un squelette entier auquel il ne manque plus que la tête. « Je réussirai peut-être un jour à trouver le crâne qui manque. » songe-t-elle. Cette idée lui donne le courage de continuer son périple. Et la voilà repartie. Elle marche des jours et finit par atteindre les flancs de la montagne. Au bord du chemin, un puma se débat et agite frénétiquement la queue en poussant des gémissements de douleur. Il a une patte très enflée. Elle se met à lui parler pour l'apaiser tout en s'approchant de lui. Le puma se laisse faire quand elle saisit avec douceur sa patte malade. Elle regarde de près
et voit une épine venimeuse profondément enfoncée dans la chair meurtrie. L'épine est si grosse et si bien plantée qu'elle doit se baisser et la retirer avec ses dents. Dès qu'elle réussit à l'extraire, le poison s'écoule et la patte guérit. Le puma parvient petit à petit à marcher sur sa patte blessée. Il s'approche, reconnaissant, et se met à lécher son visage avec entrain. Une joie immense l'envahit. Enfin, un être vivant qui n'a pas peur de son visage de pierre. Le puma emmène la fille du cacique dans son antre, lui offre de l'eau fraîche dans un crâne qu'il porte entre ses mâchoires. Elle boit goulûment en se demandant si le crâne est celui qui viendra compléter le squelette. Elle vide son sac par terre, assemble les os et y ajoute le crâne, qui convient parfaitement. Quand elle a entièrement reconstitué le squelette, elle se lève en prenant appui sur le sol. Elle se pique le doigt avec une épine. Une goutte de sang jaillit, et quand la goutte de sang atteint le squelette, il reprend immédiatement vie. Un jeune homme souriant est là, debout devant elle, heureux d'avoir été sauvé du sort qui lui avait été jeté. Il s'avance vers elle et l'embrasse. Le baiser ardent rend aussitôt son beau visage à la jeune fille. Plus rien ne les empêche de rentrer au village dans la vallée, mais la jeune fille a pris goût à la vie sauvage et à la liberté. Elle garde aussi le souvenir cuisant de la manière dont elle a été traitée là-bas. Le jeune homme n'a qu'un seul désir, vivre auprès d'elle. Ils s'installent donc dans la montagne, menant la vie qui leur plaît, en compagnie du fidèle puma. Et le conte est bon.